Bonsoir à tous, bienvenue sur ce live où on reviendra sur les derniers développements de l'Antonov 225. Je répondrai à la majorité de vos questions, que ce soit des questions concernant les Antonov eux-mêmes ou la vidéo que j'ai faite, parce qu'il y a eu beaucoup de vues, vous l'avez vu, et du coup il y a eu beaucoup de questions. Ce live-là, à la base, je voulais le faire le samedi dernier, donc il y a une semaine. Et en fait, je me suis dit, ouais, quand même, l'aéroport de Gostomel est encore aux mains des Russes, on n'a pas encore d'autres images de l'avion. On va attendre que ça se tasse et qu'on ait d'autres informations, d'autres images, hein, éventuellement que l'aéroport soit libéré. Alors, je m'attendais pas à ce qu'il soit libéré cette semaine. En l'occurrence, il a été libéré à peu près hier avant-hier, par les forces ukrainiennes. Et du coup, on a vu fleurir des photos, mais on a vu fleurir aussi des vidéos et des vidéos commentées. Donc, on va les regarder ensemble. Et également, ça sera l'occasion de répondre une bonne fois pour toutes. Et quand je dis une bonne fois pour toutes, je veux dire qu'il n'y aura pas d'autres vidéos. C'est pas péjoratif. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y aura pas d'autres vidéos où je répondrai à des questions, où je parlerai de l'Antonov 225. Par contre, si vous avez d'autres questions après ce live qui vous viennent, vous pouvez toujours les poser dans l'espace commentaire de la vidéo Antonov 225 et j'y répondrai avec plaisir. Mais c'est juste que voilà, je veux pas faire 20 000 lives sur ce sujet. Déjà que ce sujet a été compliqué à faire, très compliqué, on va en parler, pour plein de raisons. Et même des raisons techniques. Et du coup, voilà, cette vidéo c'était une tannée à faire. Un plaisir aussi, et nécessaire aussi à faire. Et puis, ça m'a fait apprendre des choses aussi, parce que je savais très peu de choses sur les avions Antonov avant de faire la vidéo. Et ça, c'est d'ailleurs quelque chose que les gens j'ai l'impression que les gens ne réalisent pas trop. C'est que, en fait, quand je vous parle en vidéo dans les épisodes, 95% des choses que je vous dis, je ne les savais pas avant. C'est-à-dire que en fait, c'est du travail de recherche, en fait, c'est tout. Et on va commencer par le gros du sujet, on va dire, puisqu'on va justement regarder une vidéo assez longue. Je vous préviens, elle est assez longue. Elle a été tournée hier, en fait, sur l'aéroport de Gostomel. Elle a été diffusée aujourd'hui. Donc cette vidéo, elle a été diffusée par Dmitro Antonov, qui est un des pilotes de l'Antonov 225, qui a une chaîne YouTube excellente d'ailleurs. N'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. Il se balade, en fait, en gros, sur l'aéroport de Gostomel, va d'avion en avion pour checker l'état. Et il rentre dans les avions, etc., etc. Et il parle en ukrainien, évidemment. Et ses sous-titres sont d'excellente qualité. On va quand même comprendre ce qu'il dit très, très largement et on va pouvoir faire pause à certains moments et explorer un peu ce qu'il dit. Donc je ne vais pas vous montrer plus de photos de l'Antonov, même si j'en ai pas mal. Je ne vais pas vous montrer plus de photos parce que tout est là, en fait. Tout est dans cette vidéo. Donc on va regarder cette vidéo en faisant ensemble, en la commentant, en l'analysant. Et puis ensuite, on fera un peu la partie FAQ de ma vidéo, donc sur l'aspect technique ou d'autres choses. On parlera d'Antonov en général, des Antonov 225, etc., etc. Et puis on va regarder ça ensemble. Вот такое 1 апреля 2022 года. Гостомель. Здесь побывал русский. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, qui ne comprennent pas qui est cette personne, qui se demandent peut-être si c'est un journaliste ukrainien ou peu importe, non, cette personne c'est Dmitro Antonov, hein, c'est marqué en haut à gauche. C'est un des pilotes de l'Antonov 225. Et donc, vu que, je remets le contexte, hein, vu que l'aéroport de Gostomel a été libéré, il y a maintenant 2 jours, les Ukrainiens peuvent de nouveau s'y rendre et du coup inspecter les avions, parce qu'il n'y avait pas que le Melia qui était sur place, inspecter les avions et rendre compte. Dmitro Antonov ayant une chaîne YouTube et faisant beaucoup d'informations sur Antonov Airlines, sur l'état de l'avion, sur l'état de Gostomel, il va faire le tour donc de cet aéroport de Gostomel, va aller au plus proche du Melia, va inspecter, va dire ce qui est en état, ce qui n'est pas en état, ce qui est possible de faire et ce qui n'est pas possible de faire. Allez, on continue. Donc ça, c'est des images de drone hein, qui ont été faites à peu près au même moment. Pas par lui, visiblement, il a mis une source. Donc ces images ont pas mal tourné. Hein. Donc vous voyez que l'aéroport de Gostomel, c'est pas juste le Melia, hein, c'est beaucoup d'avions. C'est une plateforme logistique d'Antonov Airlines. Это наше здание. Здесь я 29 лет проработал. Каждый день на работу. Честно говоря, даже ни разу больничного не брал Дублина. Не нашел ничего, ни документов, ни сейфа, ничего.
Чего? Alors là, c'est intéressant ce qu'il dit. Là, ce sous-titre-là, il est parfaitement intéressant. Vous voyez qu'il dit à l'intérieur, c'est pire, tout a été pillé, pas de documents laissés, pas de coffre-fort, pas de voiture, rien. Et ça, c'est ultra intéressant parce que pendant tout ce mois, entre guillemets, entre l'attaque de Gostomel et sa libération, vous n'arrêtiez pas de me dire oui, bah regarde l'état de l'avion, ou même Air Cosmos faisait basé sur des photos, estimait dans quel état était l'avion, l'Antonov 225, en disant oui, bah voilà l'état de l'avion selon les photos, selon les vidéos, etc. Sauf qu'en fait, avoir le point de vue extérieur ne montre pas tout. C'est ce que je disais justement, c'est ce que je disais même dans la vidéo, il me semble, je crois que je l'ai dit en conclusion. En fait, c'est pas parce qu'on a un point de vue extérieur, une photo à un instant T, que cet état est figé dans le temps, en fait. Donc d'abord, ce qu'on peut voir avec ce bâtiment, c'est que d'extérieur, il a l'air défoncé, mais d'intérieur, là, comme ça, en ayant ces images, on n'a pas l'état de l'intérieur, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, si ça a été pillé ou pas. Donc là, il le dit, hein, tout a été pillé, non. Mais je veux dire, s'il n'y avait pas les sous-titres, s'il y avait juste cette photo-là comme ça présentée, on ne pourrait pas savoir dans quel état est le bâtiment, parce que l'intérieur est tout aussi important que l'extérieur. Et c'est pareil avec l'Antonov 225 Mlia. C'est-à-dire que toutes les photos et vidéos qu'on a eues au cours du mois dernier, montraient l'avion à un instant T et d'extérieur. Et on ne savait pas du coup s'il était la cible de pillage, de cannibalisation, de gens qui voulaient prendre des souvenirs, etc. Un peu comme on a connu sur les modèles non finis de Buran au Kazakhstan. Et évidemment, d'extérieur, elles sont peut-être belles, mais de l'intérieur, elles sont complètement pillées en fait. Donc c'est possible que ce soit la même chose avec l'Antonov 225 Mlia. Et même avec d'autres avions hein, qui sont sur Gostomel. Donc voilà, un aspect extérieur, une photo comme ça prise à un instant T ne veut absolument rien dire. Elle vous donne un état extérieur à un instant T, mais ne vous révèle absolument aucune information sur l'état intérieur. Là, maintenant que ça a été libéré, on se doute qu'il peut y avoir encore des pillages, parce que vous savez très bien que, j'allais dire le terme urbex, mais c'est pas vraiment ça, mais des gens peuvent aller à Gostomel, et juste se servir. Ils peuvent rentrer dans les bâtiments. Je ne sais pas si c'est sécurisé pour le moment, donc c'est dur à dire. Mais grosso modo, à l'instant T, n'importe qui peut aller dans Gostomel, dans l'aéroport de Gostomel, entrer dans un hangar et prendre un bout de moteur de l'Antonov 225, par exemple. Et si vous faites ça 100 fois, il ne va plus rester grand-chose. Donc voilà, l'instant T, attention avec les images et l'instant T. Voilà, c'est ça que je voulais juste vous préciser et je trouvais que ce sous-titre avec cette image illustrait bien la chose. Машины тоже не нашел. То есть, естественно, надежды на то, что документы остались, никаких нет. То есть, все. Так, это наш предбанничек. Здесь сидели. Это Андрея кабинет. У него краще. Да. У него значительно. У него там типа стул. Вот. Un portrait de Balabouyev est accroché au mur. Alors, pour vous redonner un petit aspect aussi, et ça fait écho à ce que les gens ont dit dans ma vidéo. Ici, vous avez un portrait là, qui est le monsieur Balabouyev, Petro Balabouyev. On m'a dit souvent dans les commentaires, et on en reparlera plus tard, que grosso modo, le Mlia n'était pas ukrainien mais russe parce que Oleg Antonov, le créateur d'Antonov Airlines, était russe. Enfin, il était né en Russie. Il s'est établi très vite à Kiev, mais il est mort à Kiev. Mais vu qu'il était de nationalité russe, l'avion était créé par un russe. Et en fait non, parce que comme je le dis dans ma vidéo, Oleg Antonov est mort en 1984 et c'est la même année que le Mlia a commencé à être designé, à être construit. Mais du coup, ce n'est pas Oleg Antonov qui a supervisé la conception de l'Antonov 225, c'est Petro Balabouyev, dont je tire d'ailleurs la citation de fin de ma vidéo. Petro Balabouyev qui donc a été pendant très longtemps gérant de Antonov, du bureau Antonov, même après la libération, enfin pas la libération mais l'indépendance de l'Ukraine. Et donc c'est lui qui a conçu l'Antonov 225, ce n'est pas Oleg Antonov. Oleg Antonov était mort, donc c'est pas possible concrètement. C'est comme si on disait actuellement que Marcel Dassault était le concepteur du Rafale. Sauf que c'est absolument pas possible en fait, parce que voilà, il y a des problèmes de mort dans l'histoire. Donc du coup,
Du coup, voilà qui est Balabouyev, qui est donc sur le mur là-bas. C'est le concepteur de l'Antonov 225, entre autres, hein, il a conçu d'autres trucs, mais principalement le 225, il est connu pour ça. Ну вот сейф же, видишь, он вскрыт. Ага. То есть он взламывался. То есть мародерствовали, ну, по-настоящему, без вариантов. А это наш штаб. Вот он, родной штаб. Даже тут копаться, искать бесполезно что-либо. Потому что если у меня все сгорело, то здесь просто разруха. Сейф, который весит непонятно сколько килограмм. Пытались и не вскрыли. Микроволновка осталась. Удивительно, микроволновку не украли. Il y a toujours des, il y a toujours des petites parties d'humour avec Dimitro Antonov. Et c'est vrai que c'est assez rigolo. Le micro-ondes n'a pas été volé au moins. C'est un des rares trucs qui a l'air en état d'ailleurs dans ce coffre. Et c'est vrai que c'est bien qu'il ait ces petites phrases un peu légères de temps en temps, Dimitro Antonov, quand il fait sa vidéo sur malheureusement un état lamentable à la fois de son. Bah là, c'est son bureau. Il a travaillé ici pendant 29 ans, vous vous rendez compte? Pendant 29 ans. Il y a des gens qui vivent dans des maisons, des appartements depuis moins longtemps que ça et qui tiennent à leur maison et leur appartement. Идем, коридорчик. Здесь баишный, классик один. Здесь второй баишный. То есть все нормально. Здесь третий баишный. Ну, наверное, все уносили. Все наши айпэдики и все остальное. Вот. Идем в комнату отдыха. Так, что тут у нас? Ага. Тут. Тут небезпечно, там якісь провода йдуть. Все, не лезем туда. Ну его. Бачу, він вверх пішов. А, і він вверх. Да, вот значочек. Вот столы. У нас была куча фотографий самолетов. Все поснимали, не оставили ни один. То есть, видишь, такие эстеты. Им очень нравились фотографии наших самолетов. Говядина. Et vu que la bouffe est encore dans les assiettes, visiblement, ça a l'air on dirait vraiment que les Russes sont partis en deux spies, quoi. Vous voyez qu'il y a encore des trucs ou des sacs ouverts. Ils devaient bouffer ici, en fait, les Russes qui avaient pris l'aéroport dans les bureaux, ce qui est à peu près logique. Et par contre, ouais, la disparition de toutes les photos, ça c'est un peu, c'est pas, on va dire que c'est moyennement grave, mais ça montre un peu ce que je vous disais tout à l'heure sur les pillages, en fait. Oui, le réchaud aussi, oui, le réchaud, totalement, oui. Сейчас. А, і вон палили, дивіться. Ну вони тут. Вон. Ну да, разжигали какой-то, грели что-то на этом импровизированном костре. Тут что-то. En même temps, avec toutes les vitres éclatées, il devait faire pas mal froid, donc les Russes ont allumé un feu carrément dans la pièce. Ce qui est étonnant pour ces personnes, dont Dmitro Antonov, qui travaillaient dans ces bureaux depuis 29 ans, de revenir dans un bureau un mois après, où il y avait le chauffage et tout, de revenir un mois après et de voir que des gens se sont fait un feu dedans. Vraiment, on dirait un squat. Enfin, c'était un squat. Techniquement, par définition, c'était un squat de soldats russes, hein, clairement. Mais c'est fou comment un bureau en un mois peut se transformer en squat de soldats. Un bureau de conception d'avions et de compagnies aériennes européennes. Et quand je dis européenne, c'est sol européen, dans le sens où on est vrai. Enfin, je sais pas, moi je vous livre un peu mes ressentis en fait. Mais imaginez Air France quoi, ou Airbus. Imaginez pendant un mois, Toulouse se fait envahir par des soldats, peu importe la nationalité, on s'en fout, c'est pas l'intérêt. Un mois après, on a des gens de Airbus qui retournent à Blagnac et qui voient ça en fait. Là, ce qu'on voit, c'est quand même, enfin, c'est impressionnant quoi. Enfin, moi, je trouve ça incroyable. Bon, bref. Да. Ну да, то есть погуляли. Ну да, военторг. Опять военторг.
Военторг. Вот тут мы проходили медосмотр перед каждым вылетом. Там Чемров сидел. Здесь тоже такой кабинетик был. Здесь более-менее целое осталось. Ну, в таком виде, ну, в общем, и вот такой вид самая крайняя комната имеет. Что можно сказать? Вот это все называется «Пришел русский мир». Русский мир приблизительно имеет вот такой вид. По-другому у них не получается. Остатки от машин. Все разграблено. Эти колеса. А дальше еще хуже. Тут дальше все сгорело. А моей машины просто нет. Vous vous rendez compte de cette phrase? Ma voiture n'est tout simplement pas là physiquement. Je ne sais même pas où elle se trouve. C'est le parking de son boulot, quoi. C'est le parking de son boulot. Вот корпус. Вот там у нас комната отдыха на 4-м этаже. Метео, доктора, диспетчерский пункт. Все, значит, а тут убит. Alors, vous allez voir que dans certains passages, soit il n'y a pas de sous-titres, soit les sous-titres ont l'air bloqués. Alors, c'est pas un bug de chez moi, c'est juste que en fait, les sous-titres sont faits quand même vachement à la hâte, mais il essaye de les travailler, il fait un peu ce qu'il peut. Et du coup, bah, on n'a pas tous les sous-titres, même si les sous-titres ukrainiens et russes sont écrits à la main, et ensuite les traductions françaises sont faites automatiquement, ce qui donne quand même des traductions extrêmement qualitatives, hein, on va pas se mentir, elles sont de très très bonne qualité, enfin ils sont de très bonne qualité ces sous-titres, même traduits automatiquement. Là il dit le corpus, ce qui avait l'air d'être une tour de contrôle, là-haut, mais je peux pas me prononcer vraiment, on dirait qu'il y a un radar quand même, c'est dur à dire, c'est très... il faut pas le prendre mal, mais c'est assez mal filmé, donc du coup c'est dur à dire. Les combats ont été sacrément violents sur l'aéroport vu les dégâts. Ah oui, clairement. Hein. Il y a eu des tirs d'artillerie ukrainiens, il y a eu des bombardements russes, et il y a eu aussi de la destruction, on va dire, gratuite. Donc bon, je comprends pas l'intérêt de détruire tout ça, à moins que ce soit des dégâts collatéraux à cause de bombes, mais ça m'étonnerait vraiment, je comprends pas. Il y a un peu de tout. Доктора, диспетчерский пункт, все, значит, а тут убитая техника и створка ворот. Ну, наверное, оттянули, действительно специально оттянули, чтобы можно было заезжать туда. Attends. Специальная техника и створка ворот. Alors, bah oui, c'est une porte qui est par terre. Чтобы можно было... Ah ouais, d'accord. Ah oui, la porte, elle a volé, quoi. Enfin, soit elle a volé, soit ils ont pris un camion, ils ont tiré comme des bâtards dessus pour l'arracher. Mais ah bah j'apprends le mot ventail, merci beaucoup. Mais c'est fou. Заезжать туда. Стоим и думаем, что здесь кто-то есть. А это ветер гуляет, и остатки от ворот скрипят. Видимости, да? La vache. Ну це точно не К-52. У нього ж Не-не-не-не, да. Ага. номер не видно, там Не видно, да? Voyez les rachistes, reconnaissez-vous votre hélicoptère, ce sera donc avec tout le monde. Alors, voilà, il faut traiter hein, les sous-titres, hein, ils sont très approximatifs, mais lui dit, depuis le début de la campagne, il appelle les Russes les rachistes, pour un mélange, je pense, entre russe, donc Russian, un truc comme ça en ukrainien, et raciste, voilà. КС России. Смотрите, рашисты, узнаете свой вертолет? Вот так что. Так будет с каждым. Ну что? Donc là, il me semble qu'à droite, c'est un Antonov 2, une pièce historique, hein, on va pas se mentir, c'est une pièce historique qui est à droite et qui est dans un état absolument lamentable. Vraiment, moi, ça me fait mal au cœur de voir ce biplan.
Je vais essayer de vous montrer un Antonov 2 quand c'est, on va dire, en gueule normale. Il me semble que c'est bien un Antonov 2 qu'on a là. Voilà, ça fait mal. Вот добрались до нашего Regardez derrière. Regardez derrière, quoi. флота. На этом самолете я еще 18 февраля прилетел из Лейпцига. Ровно за 6 дней до войны. Lisez bien ça. 6 jours avant la guerre, cet avion volait. Et je crois qu'il faisait du transport médical. Осталось. Вообще нету, да. Вообще ничего нет. Это 74-ка. Двигателей нет. Alors l'Antonov 74, on n'en a pas parlé dans la vidéo, mais c'est vrai que c'est un bon gros avion, hein. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Moi j'aime bien sa gueule parce qu'en fait, regardez, on a vraiment le moteur qui est vraiment très très haut en fait. Et je sais pas si c'est celui-là parce que c'est difficile de reconnaître l'immatriculation sur la vidéo vu que c'est tout cramé, mais voilà grosso modo à quoi ça ressemblait à la base. Donc vous voyez, c'est un avion cargo, hein, comme on en fait souvent, avec vraiment des moteurs vraiment très hauts sur les ailes. Et moi je le trouve absolument dingue, cet avion, absolument incroyable. On dirait vraiment qu'il a une dérive complètement disproportionnée et des moteurs complètement disproportionnés pour le petit corps en fait. Mais voilà, voilà ce qu'il en reste à la fin. Фюзеляжа нет. Салона нет. Это, да, переднее колесо, точно. Ха, да. Хвостовое оперение и передние колеса остались живы. Тоже чье-то крыло с двигателем. Какое непонятно. On notera ce commentaire, hein. Une sorte d'aile avec un moteur, on ne sait pas d'où elle vient, parce qu'elle n'est pas de l'Antonov 132. Puisque l'Antonov 132 a encore ses moteurs dessus là, même il lui manque une partie des ailes. Alors que là, on a des ailes et un moteur, on ne sait pas de quel avion ça vient. C'est incroyable quand même. Какое непонятно. Ну, я не знаю, откуда оно здесь. Ну, 132-я. Крыло убито. Фюзеляж весь прострелян. On voit bien les impacts de balles, hein. Comme si, voilà, et ça renvoie encore à ce que je vous disais tout à l'heure, mais je ne vais pas me répéter sur l'état extérieur de loin, l'état intérieur, etc. Et tout ce qui est vandalisme et pillage. Là, vous voyez que clairement, il n'y a personne qui se planquait dans cet avion. Il n'y a personne qui se planquait dans cet avion. Pourquoi des soldats russes ont mitraillé ce fuselage? Regardez comment il est mitraillé. Les trous sont absolument partout, même dans les hélices. Regardez, il y en a là dans les hélices. Pourquoi ils l'ont criblé de balles si c'est pas pour le fun, en fait? Двигатель весь. Тоже просто винт. Après, je dis pas que c'est fun de cribler de balles un avion, hein. Je dis que pour eux, c'est fun, quoi. C'est facile de voir si c'est entré ou c'est sorti. Regardez là. Là, par exemple, on voit que c'est entré parce que... Вот повреждения. Alors, normalement, il n'y a pas eu vraiment de combat armé de fantassins sur l'aéroport, de ce que j'ai compris. De ce que j'ai compris, c'était vraiment des combats, côté ukrainien, des combats d'artillerie. Où en fait, ils tiraient à distance. Il me semble pas qu'il y avait des soldats ukrainiens sur la base. Mais, de toute façon, même s'il y avait eu des combats impliquant des fantassins, je pense qu'il y a très peu de chances qu'un avion soit criblé de balles de cette façon, où vraiment les mecs, où vraiment c'était des aveugles qui tiraient, ou des stormtroopers. Вот повреждения. Вот воздухозаборник с дыркой. Александр бесстрашно пошел смотреть самолет, потому что пилот. 132, весь в дырках, весь. И стекло боковое. И сюда, да? Обережно, обережно. Ёперная тё.
Un obus non explosé de... Ça a l'air du mortier, ça. Сюда. Ça ressemble à du mortier. Après, je suis pas un expert, mais... Ёперная тётя. Ну что, и вот Ан-22. L'Antonov 22 Antey, hein, on en a parlé dans la vidéo. Vous voyez derrière un autre Antonov 74 qu'on voit juste derrière là-bas. Mais là, on a l'Antonov 22 Antey dont on a parlé dans la vidéo, qui a l'air, entre guillemets, en meilleur état vu d'extérieur, mais s'il va se rapprocher, peut-être qu'il sera criblé de balles. Plutôt bien préservé, on va voir la suite. Без винтов. Но сначала хотел сказать без видимых повреждений. Oui, c'est vrai que l'aile, elle fait la gueule. Hein. L'aile, elle fait clairement la gueule. Là, c'est un défaut structurel qui fait qu'il faut changer toute l'aile. Hein. Ну вот поворачиваем, смотрим и видим. Повреждения все-таки есть. Ah oui, en effet. Donc, ouais, la trappe de train, elle est complètement éclatée. Enfin, elle est éclatée plus que complètement éclatée. On a un dégât sur le fuselage, un peu à l'avant, juste au-dessus du train avant. Les moteurs, les hélices ont été enlevées. Vous voyez, il y a un petit cache encore dessus. Donc, ils ont été enlevés avant les combats. On dirait qu'il y a un trou au-dessus, mais j'ai du mal à voir. On dirait qu'il manque. On dirait qu'il y a un trou de sortie au-dessus, là. Mais c'est dur à voir. Тоже вопрос о дальнейшей эксплуатации. Вот повреждения. Alors, comme je le disais dans la vidéo, hein, une particularité de l'Antonov 22, c'est qu'en fait, on entrait par la trappe de train. Enfin, ce qu'on peut appeler la trappe de train. Et donc, on entrait par là. Hein. Dans les Antonov 22, on n'entrait pas par l'avant. И видим сверху фюзеляжа тоже розочка из обшивки. Обшивка пішла вгору і пішла. Ah bah voilà, bah on a notre réponse, hein, clairement. Alors, c'est bizarre à la fois parce que on dirait vraiment que l'explosion, elle est venue de l'intérieur vers l'extérieur. Je suis encore une fois pas... Je suis pas expert, hein, je fais pas partie des experts Miami. Je suis pas Horatio Kane, mais on dirait vraiment un dégât qui venait de l'intérieur vers l'extérieur. Ça serait intéressant que je sais pas, quelqu'un du BEA voit cette vidéo et en fasse une courte analyse. Voilà. Peut-être que je contacte des gens d'ailleurs. І удар пішов сюди. Понятно. Бачите, воно ж туди розкрило. Ну да, да. Как-то интересно. Ну, в общем, вот эта дыра здесь. И по фюзеляжу сзади вроде бы цело. Alors là, on voit des tenues de pilotes. Сейчас. Вроде в кабине вроде все целое. La cabine a l'air, ouais, en effet, en assez bon état, mais on voit que les Russes sont passés par là parce que des vêtements foutus par terre comme ça, je pense pas que c'était le cas à la base. Hein. Да. Тут у нас радист. Здесь инженер по электрике. Ого! Да, это хорошо прилетело. Прямо около центроплана. Мы дальше идем. Ан-26. Ан-26. Тоже недавно. Ну, в качестве пассажира единственное. Voilà visiblement ce qui reste d'un Antonov 26. Lui dit que... alors je sais pas s'il parle de lui ou de son collègue Alexander qui a volé récemment dessus en passager. Donc un Antonov 26, hein, pour vous donner une idée. Google Images, hein, facile. Enfin, c'est pas l'armée ukrainienne, c'est l'armée romaine, mais voilà à quoi ressemble un Antonov 26 à la base. Militarisé. Летал на нем. Вот. Даже хвостика не осталось. Это наша вторая скорая помощь. Помогала в различных ситуациях. Меняли экипажи, возили запчасти. И вот что от него осталось. Ничего.
Вот так гибнут самолеты. Ладно, пошли к первому, к нашему главному. Да. Donc le hangar principal, c'est le hangar qui est en face du Melia. Vous savez, on l'a tous vu en photo. C'est le hangar où il y avait un Antonov 124 qui était en maintenance à ce moment-là. Et c'est un hangar gigantesque, hein, clairement. Il y avait d'autres avions aussi. Et qui est vraiment posté juste en face de l'abri, on va dire, de l'Antonov 225. Мама. А это тоже какие-то тоже боевые машины, да? Ага. Так, а чьи? А, думаешь, наши? О, написано козак. А, І мотор. Чи познімали мотори. господи-ка. Дивіться, що тут. Ну, там нічого не було, ніякого. Там врук Макарек. Ну, что могу сказать? Хреновато, но жить будет. Будет, будет. Будет. А що, мотори позлітали? Чи ні? Не-не-не, они сняли. Он же, ж, видишь, в полно разобранном состоянии. Сейчас. Но пулями побит, видишь, есть. Мрії не хочете. А просто ты понимаешь, тут хоть как это не банально говорят, но тяжело, да. А 148 стоїть, да? Да, это 150, это 140. 148, да, 148. Donc oui, vous avez l'Antonov 148 qui est derrière, l'Antonov 124 Ruslan qui est juste là. Alors, quand je dis le Antonov 148 et le 124, c'est pas que c'était des modèles uniques, c'était pas des modèles uniques, absolument pas. On a des Antonov 124 dans l'armée russe, on a des Antonov 124 chez Antonov Airlines qui sont en dehors de l'Ukraine actuellement et qui sont en état de vol et qui volent encore. Il n'y a aucun problème. Donc, c'est pas une perte définitive de ces avions-là, contrairement pour le moment au Melia. Voilà. Enfin, je dis pour le moment, mais en fait, non. Contrairement au Melia tout court. А, і шасі можуть, да? Ну, он же ж- Тільки є, дивіться, весь обтікач. он на больших регламентных работах, да, дырок хватает. Donc on voit des impacts de balles un peu partout, hein, clairement, ici, ici, ici. Encore une fois, pourquoi tirer dans une porte de soute? Encore une fois, il n'y a aucun intérêt de tirer des balles à cet endroit-là. Donc, que dire à part que c'est vraiment entre guillemets pour le fun, même si personnellement je vois pas où est le fun de faire ça. Підніми дирки. Дырок хватает. Побито так довольно прилично. Вон и панели все в дырках. Еще, а сверху, сверху, Мрія там, да. Це Руслан. Ні, це Руслан. У нас Мрія одна. Йолки-палки, ці панелі, да, всі? да, то есть все. Пального, мабуть. Ой, дивіться, скільки тут пролетіло. Ось. Ай-яй-яй-яй-яй, да, да. Donc le fait qu'il manque les moteurs, je le rappelle, hein, c'était parce qu'il était en maintenance, donc il n'avait plus les moteurs de base et il y a des choses qui ont été enlevées. Donc là, vous voyez aussi des impacts, des dégâts de destruction, évidemment, volontaires et involontaires, aussi des dommages collatéraux. Mais vous avez aussi le fait que cet avion était en partie démonté, puisqu'il était en maintenance. Donc voilà, il faut pas dire que tout ça est lié à la destruction de cet avion volontaire, est lié à la guerre, mais aussi lié à la maintenance. Voilà. Pour ça qu'il manque aussi des parties. Pardon. Voilà, il faut mesurer un peu. Горів. Дивіться, там щось И горел, да. Пошли тут, аккуратнее. То есть Вань, ходи тут страшніше. под ноги, то есть смотрим. Да. Ну, это обшивка. Може, Ну, да, то есть будет тяжело. Ну, видишь, и горизонтальное оперение немножко вот краешек горел. Plumage horizontal, il faut comprendre le plan horizontal. Hein. Donc c'est en fait les ailerons qui sont à l'arrière là. On voit clairement qu'ils sont endommagés, mais on voit aussi que la dérive a l'air pas mal endommagée aussi. Il y a eu un feu, enfin même plusieurs petits départs de feu
Vous le voyez bien le long du fuselage. Donc clairement, et il y a même des impacts de balles, on peut le voir ici. Donc ouais, clairement, ça sent un peu le sapin. И здесь очень сильно побито и тоже горело. Вот. Ан-28. О, Ан-28 машина така ціна майже. Donc là, vous avez un Antonov. Alors, c'est lequel celui-là? Je l'avais noté celui-là. Je l'avais noté, c'est un Antonov, parce que j'ai la photo qui correspond à l'Antonov 28. C'est un Antonov 28 qui a là, qui a l'air. Encore une fois, vous voyez, d'extérieur, de loin, ça a l'air intact, et puis après, quand ça s'approche, on se rend compte que non. Donc voilà, on voit que là, les hélices manquent. Est-ce qu'elles manquaient déjà avant l'invasion? On ne sait pas. Enfin, Вот. Ну, в принципе, они тоже постреленные немножко, но надо это смотреть, и... А що тут за дітки? Дивіться, броніки дивіться. Ага. Это 009. А я на 0. Возможно. Дивіться, вон, літачок. Но это Ан-124 100М-150. Тобто модернізований. Это и модернизировано. regardez comment c'est cramé complètement à l'arrière au niveau du bout de la queue, là, le bulkhead. C'est vraiment un sale état. И усиленная под тяжелые грузы. Ну, ты видишь, очень, конечно. Да. Ага. Мама дорогая, что-то отвалилось там. Упала какая-то запчасть. Faut préciser encore une fois, même si je doute que beaucoup d'entre vous vont se rendre sur ces zones-là, que évidemment il est extrêmement dangereux d'être là où ils sont actuellement, puisque bah, vous voyez que le toit a été touché. On le voit aussi par les images satellites, le toit a été touché de tous les hangars, et que du coup il y a toujours des risques de chute, de poutres, de machin. C'est extrêmement dangereux de faire ce qu'ils font là actuellement. Voilà, je préférais le préciser, c'est important. On précise également que tout à l'heure, on l'a vu, hein, il y avait un mortier non explosé, il y a sûrement beaucoup d'obus non explosés parce qu'il y a eu des tirs d'artillerie des Ukrainiens, mais il y a eu aussi des bombardements russes. Donc il y a pas mal de munitions non explosées. Donc encore une fois, voilà, c'est des zones qui sont particulièrement dangereuses et qui ne sont pas... Enfin, il faut pas du tout conseiller aux gens d'aller se ruer dans des endroits comme ça. Même en France, hein, des endroits qui sont vieux, délabrés, laissés à l'abandon, on n'est jamais à l'abri d'un accident mortel. Пойдем. Пошли. Что? Гильза. Да. Они же залетали вот через эти дырки. И... Пошли на Мрию смотреть. Пошли. Вот есть проход, пошли здесь. Угу. Так, аккуратненько смотрим, идем. Вот отсюда снимала та россиянка, стояла. Donc là, il parle de la journaliste russe dont j'ai diffusé les images sur ma vidéo sur l'Antonov 225. Qui donc avait filmé depuis ce point-là. Donc j'attends qu'il lève l'image. Voilà. Кстати, я что могу сказать, за это время крыло, ну, в общем, опустилось за это время. А, так хвостовое оперение, смотри, все. Donc là, il dit, vous voyez, et c'est encore une fois, ça rappelle encore une fois ce que je vous ai dit tout à l'heure, une image, c'est pas figé dans le temps. Évidemment, des choses ont évolué sur l'avion depuis le reportage de la télé russe, et du coup, l'état de l'avion a évolué lui aussi, malheureusement en mal. Hein, il peut pas. Je doute que quand ils reviennent comme ça après avoir repris l'aéroport, je doute que les Russes aient reconstruit l'avion magiquement ou réparé l'avion. Au contraire, ils avaient l'air de plutôt faire du pillage et de la cannibalisation, ce qu'on voit souvent en temps de guerre, hein, même sur des monuments historiques. Donc du coup. Là, il constate que l'Antonov 225 a encore pris cher depuis le reportage de la télé russe, qui, je rappelle, a un mois quasiment. Même plus d'un mois.
Оно опустилось тоже вниз. Все, то есть оно на месте. Силовий. Ну, сейчас посмотрим, да. Так, смотрим подножки. Alors, il dit les Cessna sont debout parce qu'en fait, il y avait des Cessna qui étaient parqués ici. Eux, bizarrement, ont tenu un petit peu. Смотрим подножки. Сесны. Или кто они такие? Ну да, стоят себе и стоят. Ну что? Гірше, ніж. Да. Да. Je rappelle que la personne qui filme et qui parle depuis tout à l'heure est un des pilotes de l'Antonov 225 Mlia, entre autres. Il pilotait aussi des Ruslan, il pilotait tous les avions d'Antonov, qui s'appelle Dimitro Antonov, hein, comme c'est marqué en haut à gauche, hein, qu'il a une chaîne YouTube incroyable. N'hésitez pas à aller vous abonner à lui. Qui revient là après un mois. Il était encore là-bas quelques jours avant l'invasion de Gostomel, de l'aéroport. Et donc là, qui vient revoir son bébé après un mois. Hein. Donc on peut comprendre un petit peu ce qui risque de suivre. Je sais pas ce qui va suivre, encore une fois j'ai pas vu la vidéo, mais on peut comprendre l'émotion de la personne comme nous, je pense qu'on ressent aussi son émotion. Есть, да. Ну, я смотрю, что... В общем, ну, крыло одно, это можно использовать. Левое полукрыло до центроплана. С центропланом он цельный должен быть. Там балка единая идет, поэтому уже... Alors, ce qu'il dit là, il dit l'aile gauche peut être encore utilisable jusqu'à la section centrale. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, sur l'Antonov 225, l'aile était un petit peu en trois parties, grosso modo. Vous aviez la section centrale, qui, si vous avez vu mes lives de maquette, quand je faisais ma maquette de l'Antonov 225, la partie centrale commence à faire un peu des ailes. D'accord? Ça commence à sortir un petit peu du fuselage, ça commence à faire un début d'aile. Et ensuite, vous avez deux prolongations d'ailes qui sont en fait des ailes d'Antonov 124 tout simplement, qui sont collées. D'accord? Donc là, ce qu'il est en train de dire, grosso modo, c'est que la partie gauche de l'aile, de ces trois parties-là, la partie gauche a l'air intacte. Encore une fois, il ne s'est pas encore beaucoup approché. Три двигателя, эти да, эти можно будет использовать. Эти можно. Да, да. On remarquera que le blindé a l'air vraiment tout petit à côté de l'Antonov 225, même avec la perspective, c'est hallucinant. Il dit que les trois moteurs sont encore utilisables, mais bon, on s'en est pas encore approché, on va voir. Да, якась. Ишь, два ряда колес выгорели. Ну что, пошли здороваться. Alors, quand il dit deux rangées de roues brûlées, encore une fois, avec la traduction, c'est pas facile de savoir. On ne sait pas s'il parle, parce qu'en fait, il y avait grosso modo 4 rangées de roues sur l'Antonov 225 qui fonctionnaient par paire. Donc on avait le train principal de gauche, le train principal de droite, qui étaient faits chacun de 2 rangées en fait. Donc je sais pas s'il parle quand il dit 2 rangées de roues, je sais pas exactement de quelle roue il parle, mais bon, on va le voir encore. On voit des impacts de shrapnel sur les bords d'attaque ici, sur les capots moteurs aussi. On voit vraiment qu'il est décapité, hein. Concrètement il est décapité. Et je pense que là on est du côté le plus préservé de l'avion. Parce que l'autre côté a l'air beaucoup plus atteint, on va aller voir après. Да. Угу. Ну что, привет, самолет.
Vous voyez qu'il donne deux petits coups sur l'avion pour dire bonjour. Ouais, ouf, comment dire, j'ai pas de mots là, j'ai pas de mots. À part qu'on voit des éclats, soit de balles, soit de shrapnel, soit des deux. Là, on est sur la partie avant gauche de l'avion. Et j'ai pas vraiment d'autres choses à ajouter par rapport à ce qu'il est en train de dire. Это пиздец. Это ужас. Да, да, я, так сказать, чуть лучше думал, что ситуация, да, то есть с этим экземпляром, ну, что мы сейчас давай пойдем к основной части. Кабина, де кабина? Де вилізати? Кабина сама по себе, сейчас я секунду скажу. А кабина вот тут кабина. C'est marqué cabane parce que cabine, mais en fait, voilà, la cabine c'est évidemment le cockpit qui à la base est beaucoup plus haut. Évidemment, ça s'est affaissé et ouais, il reste plus rien à l'avant. Hein. L'avant, il reste plus rien du tout. Et on voit un peu. Alors, je vais revenir un petit peu en arrière. On voit ici, regardez les trains principaux comment ils sont relevés en arrière. Ça veut dire que en fait, avec la perte du poids de l'avant, vu que tout a été incendié et que ça s'est décapité, en fait, bah, l'avion naturellement a basculé sur l'arrière. Voilà. Donc c'est pour ça que en fait vous avez les trains principaux, l'avant des trains principaux qui sont relevés en fait. Кабіна, де кабіна? Де вилізати? Кабина сама по себе, сейчас я секунду скажу. А кабина вот тут кабина. Вот она, вот тут. Вот в этом всем, вот это где-то тут кабина. Тобто нічого ні. Ничего нету, да, ничего нет. Ну вот двигатели 3 штуки, это да, это нормально. On regarde un peu les moteurs. C'est vrai que les moteurs ont pris quelques petits éclats de shrapnel, mais à voir. À voir, mais ils sont étonnamment en bon état. Enfin, j'ai toujours été, depuis que j'ai vu les premières photos il y a un mois et encore maintenant, je suis toujours étonné de l'état de ces trois moteurs. C'est incroyable. Surtout avec le feu qu'il y avait à côté. Faut imaginer on peut imaginer le brasier en fait quand on voit les dégâts sur l'avant de l'avion. C'est assez incroyable. En tout cas, les ailes sont clairement affaissées. Mais bon, ça aussi, c'est le fait qu'en fait, au centre, il manque ce qu'on peut appeler le squelette central des ailes qui ont fait que ça s'affaisse. C'est normal. Après, elles touchent pas le sol, mais elles sont affaissées. Après, voilà, c'est structurellement, avec le feu, etc. Ouais, voilà quoi. Ну вот двигатели 3 штуки, это да, это нормально, потому что сами смотрите, что с тем двигателем, это уже... Vous voyez que là, on voit bien comment les trains, les trains principaux sont relevés comme ça, et du fait que l'avion a basculé. Et on peut maintenant passer sous l'avion, clairement, alors qu'avant, c'était un peu moins facile que ça, quoi. Donc on voit vraiment que l'avant, c'est à la fois remonté du fait qu'en fait, il a perdu de la masse à l'avant, quoi. Il a perdu l'équilibre, en fait, l'avion, clairement. Vers l'arrière, il a basculé. Oui. Oui, alors là, oui, en effet, on a un moteur ici qui s'est complètement... Enfin, on voit la différence entre ce moteur-là et le moteur de l'autre côté. Donc ça, c'est le moteur 4, j'imagine. Il a l'air vachement proche du fuselage. C'est... Oh là là, j'en perds mes mots, mais c'est pas parce que j'ai rien à dire, mais c'est juste parce que ça fait mal, en fait. Это уже ничего, и там только может быть 6-й двигатель, может быть, да. Но стойки шасси, по крайней мере 5 стоек шасси, наверное, можно будет использовать, наверное. Это опять же комиссия все решит и определит, и все сделает. Це теж дорога річ, так? Естественно, это Donc à la base, sur les trains principaux de l'Antonov 225, en tout, vous aviez 28 pneus. 28 pneus sur 14 trains. En gros, vous aviez 7 trains d'atterrissage de chaque côté des trains principaux.
avec chacun 2 pneus. C'est ce que vous voyez là. Donc là, on a les 2 premiers qui ont éclaté, ce qui est normal, et qui ont subi l'incendie. Ça se voit même sur les capots au-dessus. Par contre, à l'arrière, c'est vrai que c'est plutôt bien préservé. Mais bon, ces trains d'atterrissage-là, c'est pas non plus, comment dire, une pièce importante, en fait. Dans le sens où même s'ils avaient brûlé, en fait, ça ferait pas une grande différence si on reconstruit un avion comme ça. On voit qu'il y avait les cales aussi, c'est ce qu'on voit, l'espèce de petit triangle devant le premier jeu de train. Que dire? Уникальное, их нигде сейчас не делают. То есть, если что заказывать, это по новой надо производство делать. По новой, это такой серьезная работа. Поэтому... Ну что здесь? Закрылки все целые, то есть их они, может, предкрылки. Дивіться, літачок його підіпхав, підтримав. Да. Je disais que l'aile s'était pas affaissée. En fait, je comprends pourquoi elle s'est pas complètement affaissée. Je me demandais aussi pourquoi elle touchait pas le sol. Tout simplement parce qu'en fait, elle se repose sur un Cessna. Voilà. Donc là, en fait, on a l'aile gauche qui est posée sur le Cessna. Je comprends vraiment mieux pourquoi cette aile n'a pas touché le sol, en fait. Et je trouve cette image absolument incroyable. Il dit que les volets sont préservés, encore une fois. D'extérieur, c'est facile à dire. Structurellement, c'est une autre histoire. Літачок підтримав мрію. Самий маленький літачок підтримав самий великий. Il en profite pour faire un petit peu d'esprit en disant que un petit avion a sauvé un gros avion, même si bon, il n'est pas tout à fait sauvé l'Antonov 225, mais c'est vrai que là, un petit avion, un tout petit avion a supporté l'aile d'un gigantesque. C'est assez intéressant d'ailleurs de voir que le Cessna a bien tenu la charge, hein, clairement. Да, пошли посмотрим. Можно сказать, подставил плечо старшему брату. 100%. Хорошо. Самому великому. Потому что старший брат у нас, да, ассоциируется, извиняюсь, с расистами, к сожалению. Да, нету у нас братьев больше тех. Так что, да. И действительно, а так бы лежало крыло на земле, а так... да. Не дає пошкодити його край. Чуть-чуть, да, сохранилось. Бензином пахне. Да. Не, так керосин все-таки... Un Cessna perdu, c'est pas grave, hein, il y en a d'autres. Hein. Mais enfin, disons que faire l'état de ce Cessna, c'est pas très grave, en fait. C'est pas important. C'est pas le plus gros des soucis, en fait. потихоньку вытекает из крыла. Я так понимаю. Ça, par contre, c'est un problème. Le kérosène qui s'écoule lentement de l'aile, ça veut dire que le réservoir a été percé. Un des réservoirs ou plusieurs réservoirs ont été percés, ça doit sentir le kérosène aussi. Si le kérosène, ça fait un mois qu'il s'écoule de l'aile, imaginez quoi. Il avait dit combien il y avait de carburant dedans, je me souviens plus. Il me semble qu'il y avait 70 tonnes de carburant dans le 225 quand il a été touché. Il me semble. En tout cas, la veille de l'invasion, il me semble. Ну, как только вернуться, я думаю, в первую очередь займутся съемкой двигателей, потому что это... Тут теж ж немає. Ну да. Ну, видишь, фюзеляж тоже весь побит. Хвостовое оперение тоже... Передняя кромка. Сейчас подойдем поближе, посмотрим. L'arrière est plutôt bien préservé de loin. Encore une fois, il a pu prendre du shrapnel, il a pu prendre des balles, mais cet empennage est nécessaire si on veut un jour le reconstruire. S'il est en très bon état, j'ai envie de dire que c'est une pièce maîtresse parce que c'est pas une pièce qui vient du Ruslan en fait. Contrairement au train d'atterrissage, contrairement à la porte de soute, contrairement même aux ailes, à part le centre vraiment du fuselage, à part vraiment la partie fuselage elle-même, en fait, il y a pas mal de choses qui viennent du Ruslan. Et si cet empennage est dans l'état qu'il a l'air d'avoir là actuellement,
C'est pas trop mal. Après, on voit quand même une sacrée fissure. Hein. On voit quand même une sacrée fissure ici. On va voir la suite de la vidéo. Encore une fois, je l'ai pas vu. Mais ça a l'air assez propre. Что-то попало в нее. Мгм. Гранати. Це вкручується. Ага. Вот, переднюю кромку. Дивіться. Да, это что-то Ok, bah voilà. On a notre réponse. C'est pas une fissure. C'est un peu plus gros que ça. пролетело, но оно пролетело, ну где-то здесь, ну ничего, непонятно что. То есть вот такое повреждение. Ok, ouais, comme je disais, ouais, voilà. Ouais, des dégâts de shrapnel, des trous faits par les balles. C'est pas ouf. Voilà. J'ai pas mes mots, je perds mes mots. Franchement, je perds mes mots, c'est vraiment déprimant. Ну и много-много пулевых отверстий, конечно, везде. Все пробито, и фюзеляж пробит. Но хвостовое оперение, я думаю, что да, оно, возможно, будет использовано. Avant qu'il parle du détail majeur sur cet avion, je sais pas de quoi il va parler. Encore une fois, j'ai pas vu la vidéo encore. On la découvre ensemble. Il a dit un truc intéressant là. Il a dit le fuselage est percé, mais l'empennage vivra, grosso modo. Et en fait, il a pas tort parce que quand on regarde un avion, le fuselage c'est la peau. C'est juste une peau en fait. Ce qui importe, c'est le squelette. Et si le squelette il est ok. Bon là, c'est pas tout le squelette qui est ok, on est d'accord hein, là-dessus. Mais sur certaines parties, si le squelette est ok, il y a juste à refaire la peau. C'est de la tôle ou de l'aluminium ou ce que vous voulez, mais ça se refait. Le squelette est quand même vachement plus important parce que c'est lui qui supporte la charge, c'est lui qui se doit d'être structurellement ok. Voilà. Вот. И пойдемте смотреть. Есть самая главная деталь на этом самолете. Она сохранилась, но она должна была сохраниться в любом случае. Сейчас показываю. Сейчас показываю где-то здесь. Нет, не это. А, вот. Ну тут надо подлезть будет. Сейчас, секундочку. Стоять. Ну, этот как его... несгораемая эта плитка титановая. Вот она и есть. Сейчас снимите. Oh. Une tuile de titane. Une tuile de titane avec l'immatriculation de l'avion. Ah, c'est un symbole, mais... Это всегда, невзирая какие разрушения не получит самолет, всегда остается возможность посмотреть, а что это за самолет был, когда произведен и какой его серийный номер. En fait, pourquoi elle est importante cette pièce de titane aussi? Pourquoi ces choses sont... Pourquoi ils regardent vraiment des petits détails comme ça? Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, l'avion est resté 1 mois avec des soldats russes qui vivaient dans des conditions pas ouf. Et on peut comprendre les soldats quand ils sont en campagne de faire... de se servir un peu avec ce qu'ils font, avec ce qu'ils peuvent, de faire un peu ce qu'ils peuvent pour eux-mêmes être dans des conditions confortables, ce qui peut passer parfois par des pillages. Et je dis pas que le pillage c'est bien, absolument pas. Au contraire, bien au contraire. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils auraient pu tout à fait prendre des souvenirs, comme ils l'ont fait dans les bureaux d'Antonov où Dmitro Antonov a travaillé. Ils auraient pu prendre des souvenirs et cette pièce de titane aurait pu être découpée. Clairement, quelqu'un aurait pu la choper. Voilà. Ou d'autres choses importantes de l'avion. Donc c'est important aussi d'avoir ce genre de choses. C'est des petits détails, mais qui ont une valeur énorme en fait. Все-таки дуже сюди. Тому що це крило уже. Ну, Alors là par contre je suis absolument surpris de l'état de l'aile droite.
jusque-là, les photos montraient l'avion dans des angles où on voyait surtout la gauche et pas tellement la droite. Et je me disais, mais du coup, en fait, la droite, elle a l'air mais complètement détruite. Et on voit que l'aile droite et même les volets sont dans un état relatif, c'est relatif, dans un état relativement correct. Relativement, c'est très relatif. Encore une fois, ces ailes-là, c'est pas très important dans le sens où c'est des ailes de Ruslan, donc bon, voilà. Sauf la partie un peu plus proche du fuselage, donc malheureusement, la partie centrale va falloir la refaire, mais la partie extérieure, ouais, je la voyais beaucoup plus défoncée que ça. Les capots moteurs, en tout cas les pylons en fait, les pylônes des capots moteurs sont étonnamment préservés. Encore une fois, il faut voir le squelette, parce que la peau, ça indique quelque chose, le squelette, ça dit autre chose. Mais je suis assez agréablement surpris, on va dire. Потому что да. Après, l'aile est complètement découpée. On voit que... Oh là, oui, j'avais pas vu aussi les volets complètement à gauche, là. Mais on voit que l'aile, elle repose complètement sur les moteurs, en fait. Et je pense pas que ce soit très stable, d'ailleurs. Так, смотрим. А, здесь шайба. Oh oui, on voit aussi que la dérive de droite a pris aussi un gros éclat. Encore une fois, c'est la peau, c'est pas le squelette, donc faut voir l'état du squelette, mais oui, on a un autre éclat de shrapnel ici. Правая повреждена и, ну, и немножко побита. Меньше, с этой стороны немного меньше. Ну и смотрим. Ну, шестой двигатель, может быть, будет пригоден. Потому что эти сильно выгорели. И 4 стойки шасси вроде бы приемлемы к использованию. 5-я, ну она же 3-я, вроде бы тоже. 1-я, 2-я чуть-чуть выгорели, но опять это специалисты должны разбираться. Ah, j'avais pas vu aussi le blindé qui était juste devant l'aile droite. Devant le moteur 5. Oh là là là, regardez ça. Donc là, on voit le squelette sous la peau, entre guillemets, on voit le... Désolé, je soupire, donc le micro, on dirait que je dis rien, mais en fait, je soupire, je sais pas trop quoi dire en fait là-dessus. Mais j'ai besoin de m'arrêter pour le temps que je réalise chaque image que je vois en fait, parce que... Двигатели. А, двигатели. Ну, здесь тоже, к примеру, может быть лопата. C'est étonnant. L'état de ce moteur, le moteur 5, est étonnant. Vraiment étonnant au vu des incendies qui devait y avoir tout autour. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Лопатку вентилятора можно. Хотя вот, и видишь, сюда повреждения залетали. Вон одна лопатка разбита. Какие-то осколки валяются. Oh là 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 là. L'état de ce moteur. Этот двигатель, ну, возможно, 6-й. Ну, а так. Donc là, on voit bien que la partie centrale est complètement détruite. C'est une partie qui est ultra importante pour l'Antonov 225. Une partie qui est présente déjà sur le second exemplaire, on en parlera plus tard. Mais ouais, à partir de ce centre à peu près jusqu'à l'avant de l'avion, il n'y a plus rien. Il n'y a juste plus rien. L'arrière, faut voir après le squelette, l'état du squelette, mais encore une fois, moi, je pense qu'à part l'empennage et quelques parties des moteurs et quelques trains d'atterrissage, la plaque en titane à la limite, et puis
une partie de l'arrière peut-être, mais plus squelettique que fuselage. Et il n'y a pas grand-chose à récupérer du 225. Hein. Ничего хорошего. Ничего хорошего. Ну вот, спрашивали, где кабина. Вот кабина. Вот все, что от нее осталось. Мы видим. On voit les hublots du cockpit, les vitres du cockpit qui sont juste au centre de l'image, qui normalement étaient au-dessus de ce que vous voyez là, puisque ce que vous voyez là, en fait, vous avez en fait à gauche là, vous avez la rampe qui servait qui s'abaissait comme ça pour faire rentrer le cargo, et tout ça, là, que ce soit la rampe ou même la porte de soute ici, tout ça c'était en dessous du cockpit. Donc en fait, là vous avez, je pense que ça c'est le plancher du cockpit, mais encore une fois, c'est difficile de voir avec un tel état. Mais vraiment, le cockpit s'est affaissé dans le vide, en fait, dans le vide de la porte de la soute, en fait. Parce que là en fait, entre la rampe fermée et le bombé, en fait, du nez de l'avion, il y a du rien, en fait. Et donc, tout logiquement... Стекло правого пилота, вот это командирское чуть выше стекло, и все. И больше ничего. On voit aussi les câblages, hein. Les câblages qui passaient par là, par là, par là. Donc il reste plus grand chose, hein, au final. Le plancher, enfin tout ce qui est vraiment, voilà, c'est vraiment une décapitation. Moi je vois plus une décapitation qu'une destruction totale en fait, dans le sens où vraiment il s'est fait couper l'avant, et l'avant, c'est, pour vous donner une idée, sur un Antonov 225, les ailes arrivent à peu près, je donne une estimation comme ça à vue de nez, à peine 30-40% de la longueur complète de l'avion. Donc en fait là, ce qui a été complètement détruit, en fait là on n'est qu'à 30%, 40% de l'avion. Tout le reste, tous les 60-70%, c'est derrière. Donc la destruction totale, moi je dirais qu'elle est jusqu'à 30-40%. Mais le gros problème, c'est cet endroit qui est détruit. Et en fait, cet endroit, c'est un des endroits qui est unique à cet avion, en fait. Qu'on trouve pas sur les Ruslan, qu'on trouve pas ailleurs. C'est vraiment cette pièce centrale, comme l'empennage arrière, la double dérive, pardon. C'est vraiment les deux pièces absolument primordiales et uniques de cet avion. Que l'avion secondaire n'a pas, ou en partie, ou vraiment en partie, et du coup c'est là en fait que ça fait le plus mal en fait. On va pas dire que c'est des organes vitaux, parce que tout est un organe vital sur un avion, mais disons que c'est la partie qui va coûter le plus cher à reconstruire, parce qu'on n'a pas vraiment de pièces de rechange de ce genre d'assemblage. Разруха. К сожалению. Dernière image de l'Antonov qui décolle. Abonnez-vous à la chaîne de Dmitri Antonov, enfin Dmitro Antonov, pardon. C'est vraiment une super chaîne YouTube. Il fait des points quotidiens sur la situation là-bas. Vous trouverez aussi des vidéos où il vole sur son bel Antonov Mlia. En plus, depuis 1 mois et demi, 2 mois, il sous-titre ses vidéos, et les sous-titres français, comme vous l'avez vu, sont largement compréhensibles. Donc du coup, vous pouvez clairement aller voir. Ok, donc maintenant, on va passer à la partie questions. On va parler à la fois de l'Antonov 225 en lui-même, mais aussi de la vidéo que j'ai faite dessus, parce que comme je vous le disais en début de live, il y a beaucoup de questions. Il y a eu 1000 commentaires clean, on va dire, si j'enlève tous les bots russes et tous les trucs un peu limites que j'ai dû enlever. Mais si on regarde les commentaires clean, il y a énormément de questions. Qu'est-ce qui manque à l'Antonov 225 inachevé, et qu'est-ce que l'on peut pas prendre sur un Ruslan? Alors, grosso modo, l'Antonov secondaire, je vais vous trouver une image. Bougez pas. Donc là, vous l'avez, l'Antonov 225-2, on va dire, B, on peut l'appeler comme ça.
Donc là, ça, c'est l'avion qui est... Donc, il n'est pas sur l'aéroport de Gostomel, hein, il n'était pas sur le même aéroport. Il était sur un aéroport qui est plus proche de Kiev, qui est Sviotoshin, si je ne me trompe pas de prononciation. Très très proche de la capitale ukrainienne, mais qui n'a pas été pris. L'aéroport n'a pas été pris par les Russes. Il a été en partie bombardé, mais il n'a pas été pris. On n'a pas encore l'état de l'avion à l'heure actuelle. En tout cas, son hangar, au vu des images satellites, avait l'air intact. Encore une fois, c'est difficile de savoir. Mais en tout cas, aucune troupe russe n'a pénétré dans ce hangar. Voilà, donc ça c'est important de le dire. Aucun char russe, aucune troupe russe, rien n'a pénétré dans ce hangar. Peut-être des obus, mais pour le moment, le hangar était intact à la mi-mars. Mi et fin mars, il était intact. Et il n'y a pas eu de rapport d'autres bombardements sur l'aéroport depuis. On peut considérer avec des grosses pincettes, parce qu'on n'est jamais sûr avant d'avoir une image formelle, que le airframe, la structure, cette structure-là, est toujours dans l'état où elle est sur cette image. Alors qu'est-ce qu'on voit sur cette image? On voit des parties intéressantes. Donc déjà le fuselage entier. Donc là il y a le fuselage entier, il manque la peau quand même sur pas mal d'endroits, mais il y a le fuselage entier, il manque la porte de soute avant, évidemment. On a cette partie-là dont je vous parlais tout à l'heure, qui est vraiment une pièce entre guillemets unique, mais qui est, comme vous le voyez, incomplète. C'est-à-dire que vous avez, là vous voyez, regardez, on voit bien une forme profilée, comme une aile, tout simplement parce qu'en fait, on mettait les ailes d'Antonov 124 dessus, pour prolonger, en fait, pour faire une aile plus grande que celle de l'Antonov 124, et ben on créait un bout d'aile qu'on mettait au centre, comme ça, et qui tenait tout le long, voilà. Donc ça a été détruit sur l'Antonov 225, ça c'est complètement défoncé, enfin, quand je dis complètement défoncé, c'est vrai qu'il reste des petites parties, mais vu que c'était le centre de l'incendie, à mon avis, il n'y a rien de récupérable. Donc, concrètement, là, si on rajoutait une aile d'Antonov 124 ici, bah, vous voyez, il manquerait quand même cette partie-là. Donc, il faudrait quand même cette partie-là à ajouter, en plus de la peau. Mais bon, la peau, c'est vraiment pas important. Enfin, c'est pas important. Et puis là, vous avez l'empennage avec la double dérive qui devrait être là et qui n'est pas là. Donc, du coup, ça, si on peut le récupérer sur le 225, c'est déjà ça de gagner. Mais là, on a quand même un fuselage sain, qui est vraiment sain, où on a déjà le système de train avant, on a les trains principaux qui ne sont pas tous attachés, mais vous voyez qu'il y en a un bon nombre. En fait, il y en a comme ça, il y en a 4 de chaque côté, enfin 2 trains principaux de chaque côté, donc 4 pneus. Donc on peut déjà rajouter ce qui manque. Et ça, c'est pas un problème. Il faudrait recréer la trappe de train avec les espèces de petits capots. Et puis, bah voilà, faudrait finir. Il y a quelques trucs à finir, mais en vrai, il n'y a pas grand-chose à part la double dérive qui serait vraiment sain à récupérer sur l'Antonov 225 et directement, on va dire, plug and play sur cette structure, quoi. Et encore, je dis la double dérive, c'est pas plug and play, hein. Vous avez vu, il y a des éclats de shrapnel, donc ce serait quand même compliqué. Mais voilà, et puis, alors, je connais pas l'intérieur exact de l'avion, mais en tout cas, il manque la rampe aussi. Il faudrait refaire la rampe. Ce qui n'est pas vraiment très compliqué, mais voilà, il faudrait refaire toute la partie cargo évidemment pour que il serve à quelque chose. Voilà. De toute façon, on n'en est pas là, la guerre n'est pas terminée, tout n'est pas, voilà, on n'en est pas là, on en est très loin encore. Est-ce que économiquement parlant, c'est viable? Dur à dire, ça dépend à combien ils le chiffrent, ça dépend d'où viennent les fonds. Si c'est Antonov qui doit le financer eux-mêmes, ça dépend. Est-ce que c'est viable ou pas? Là, comme ça, si c'était Antonov Airlines seul qui devait le financer, je dirais non, parce que ça leur coûterait des centaines de millions d'euros minimum, et que Antonov Airlines n'a pas des centaines de millions d'euros à mettre dans un avion qui, une fois construit, est viable. Enfin, l'Antonov 225, quand il était en service, ça allait. Et c'était pas un déficit volant. Il volait quand même. Il avait quand même pas mal de contrats. Il volait quand même pas mal. Jusqu'à un mois avant l'invasion, d'ailleurs, il volait. Donc, c'était pas une épave qui servait à rien là comme ça. Donc il y avait des contrats, donc il y a des contrats. Mais est-ce que c'est pertinent pour Antonov Airlines de reconstruire un avion, de mettre énormément, pas dans le développement ou la recherche ou quoi, mais plutôt tout simplement dans la reconstruction, si derrière les contrats ne permettent pas d'amortir ces frais? Alors à côté de ça, il y a aussi une demande internationale. Il y a beaucoup de gens qui pensent que on devrait de l'extérieur refinancer la reconstruction de l'Antonov 225 Mlia. Encore une fois, la guerre n'est pas terminée. Encore une fois, ces fonds peuvent aller dans des
dans des fonds humanitaires, ce qui est, je pense, pour le moment, vraiment la priorité. C'est l'humanitaire. Et ensuite, ce fuselage peut attendre. L'Antonov 225 à Gostomel, en espérant qu'il n'y ait pas de nouvelles attaques sur cet aéroport, et pareil sur l'aéroport de Siatouchine, pour celui-là. En l'état, c'est pas grave de les laisser comme ils sont, pour le moment. Et de, pour le moment, financer pour les problèmes humanitaires, etc. Ça peut attendre. C'est pas urgent. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence absolue. En revanche, c'est vrai qu'une fois que la guerre sera finie, qu'il n'y aura plus de problèmes, encore une fois, Antonov Airlines seuls ne pourront pas faire ça. Une aide internationale est tout à fait possible. Et je trouverais ça vraiment très beau que, par exemple, des grandes entreprises de l'aérien financent ça. Encore une fois, après la guerre, pas maintenant. Ce serait beaucoup trop tôt maintenant. Les fonds doivent aller ailleurs, à l'humanitaire, etc. Mais après coup, s'il y a, je sais pas moi, Airbus, Safran, Thales, Boeing, Lockheed Martin, tous ces gens-là qui peuvent apporter non seulement de l'expertise, de la ressource humaine, financière, matérielle, pour refaire le 225, il n'y a aucun souci. Moi, je pense que c'est possible. Après tout, c'est possible. Mais encore une fois, la guerre n'est pas terminée. C'est trop tôt pour le dire. On verra. Lucas, tu en penses quoi de l'étude de la transformation des A380 en cargo ? En fait, ça serait redondant et peu utile. S'ils n'ont pas été transformés en cargo jusque-là, c'est pour une raison, c'est qu'en fait, on a déjà pas mal de cargos en fait, qui sont bien meilleurs. Les Antonov 124, par exemple, là, on en a vu un qui était en partie endommagé, mais on n'en a aucun qui a vraiment été détruit. Mais quand je dis détruit, complètement éclaté comme le 225. À part le 225, les avions d'Antonov Airlines notamment, mais d'autres avions cargo, notamment Antonov dans le monde, ça roule. Ils font le taf et il n'y a aucun problème. Donc, ajouter encore de l'avion cargo, en plus un A380 qui n'a pas été conçu pour ça et qui a une charge moins importante, je vois pas l'intérêt. Un Beluga, je peux comprendre. Les Beluga, ils sont déjà là, donc, et les Beluga XL, ils sont déjà là, il n'y a pas de souci. Un A380 cargo, moi, je verrais pas l'intérêt. Après, encore une fois, je travaille pas chez Airbus, je travaille pas dans l'aviation de cargo, donc je peux pas me prononcer là-dessus en tant qu'expert ou quoi. Voilà. Mais de mon avis, de mon opinion, la 380 cargo, je n'y verrais personnellement aucun intérêt à ce qu'il soit construit. Alors on a Rhume Schnafon qui disait à combien se chiffreraient les possibles réparations. Il y en a qui disent 300 millions, il y en a qui parlent de plusieurs milliards. C'est impossible à savoir pour le moment tant que les experts, comme le disait Dmitro Antonov dans la vidéo, tant que les experts ne sont pas prononcés définitivement. Donc c'est difficile à dire. Dans tous les cas, pour Antonov, ce serait pas possible à financer seul. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que les Antonov 124 soient cloués au sol par manque de maintenance si la guerre dure ? J'imagine que des pièces ou des révisions sont faites en Ukraine. J'ai du mal à répondre à cette question. Parce qu'en fait, on ne sait pas combien de temps la guerre va durer. Là. Les Russes ont l'air de reculer un peu. C'est impossible à dire. Honnêtement, c'est impossible à dire. À l'heure actuelle, en tout cas, c'est impossible à dire. On peut craindre que si ça dure, en effet, oui, possible qu'il y ait un problème de maintenance. Après, ils avaient des postes de maintenance, je crois, en Pologne ou en Allemagne, il me semble, où ils avaient des pièces de rechange là-bas, il me semble. Sait-on pourquoi il n'a pas pu partir au début de la guerre ? Alors, Dmitro Antonov a dit des choses là-dessus. Antonov Airlines a dit des choses là-dessus. Pour le moment, c'est difficile de savoir la vérité sur la chose. C'est très tôt pour se prononcer là-dessus et d'avoir une explication totale de ce qui s'est passé. Ce que j'ai dit dans ma vidéo, par exemple, est déjà en partie obsolète, alors que ça fait une semaine. Je vais vous raconter l'histoire telle que Antonov Airlines la raconte d'abord, et ensuite je donnerai le point de vue de Dmitro Antonov. Donc grosso modo, Antonov Airlines disait, par rapport à pourquoi l'Antonov 225 n'a pas bougé avant la guerre, concrètement on lui avait retiré un ou deux moteurs pour de la maintenance. Enfin, on ne l'avait pas retiré, mais on l'avait cloué au sol pour faire la maintenance sur un ou deux moteurs. Du coup, vu qu'il était en maintenance et qu'il avait un moteur ou deux en moins, il ne pouvait pas voler en l'état. Et forcément, il était cloué au sol donc quand l'invasion a eu lieu. Le point de vue de Dmitro Antonov, pilote du 225, je rappelle que à la fois Antonov Airlines
et Dmitro Antonov ont leur biais. Hein, ils sont biaisés dans ce qu'ils disent. Donc pour le moment, voilà, le fin mot de l'histoire est toujours difficile à trouver pour le moment. Hein. Donc ne vous mettez pas d'un côté ou de l'autre. Pour le moment, c'est trop tôt, beaucoup trop tôt. Mais en gros, Dmitro Antonov, lui, dit ok, oui, peut-être il y avait 1 ou 2 moteurs qui manquent, mais les pilotes étaient présents sur Gostomel la veille de l'invasion, hein, la veille, les pilotes étaient sur Gostomel, l'avion avait 70 tonnes de carburant, et vu qu'il n'avait pas de cargo, et avec ce taux de carburant et juste 4 moteurs, il pouvait largement voler jusqu'à Leipzig, en Allemagne. Encore une fois, selon Dmitro Antonov. Et donc, selon Dmitro Antonov, l'avion aurait très bien pu partir. Mais ils ont préféré ne pas le faire. Voilà ce que dit Dmitro Antonov, ce qui lui a valu les foudres d'Antonov Airlines, évidemment. Le patron d'Antonov Airlines vient d'être licencié. Bref, il y a tout un truc qui se met en place en ce moment qui est pas sain, là, depuis 2-3 semaines, où grosso modo ça se fight par déclaration interposée et que du coup pour le moment on n'a pas le fin mot de l'histoire. On verra. Les Russes avaient-ils une idée stratégique à le détruire? Tu veux dire un objectif stratégique de détruire l'Antonov 225? Non, aucun. Pas plus que les Ukrainiens. Pas plus que les Ukrainiens. C'est ni en faire une prise de guerre, ni... Enfin, non. Il y avait aucun intérêt stratégique, absolument aucun. Ni idéologique aussi. Il n'y avait aucun intérêt idéologique à ce que ni les Ukrainiens ou les Russes ne tapent cet avion. En revanche, peut-être intérêt économique, dans le sens où vous avez bien vu que la plupart des avions sur le terrain sont détruits. Peut-être que les Russes avaient pour objectif de saper l'économie ukrainienne, parce que s'ils n'avaient peut-être pas la volonté de les d'envahir l'Ukraine et de l'occuper durablement, au moins saper son économie. Ce qui, en effet, passait par là, bah oui, en passant par là, oui, il sape l'économie d'Antonov Airlines et du coup du gouvernement, puisque Antonov Airlines est une entreprise gouvernementale maintenant. C'est juste du plaisir de le détruire du coup? Non, c'est pas du plaisir, c'est qu'il était à cet endroit-là, ce moment-là. C'est une victime de guerre, si tu veux. Faut le voir comme ça, en fait. Je viens de voir une vidéo de Dmitro qui dit que les annonces de fonds participatifs sont une mascarade qui n'a pour but premier de reconstruire l'avion. Il y dit également que l'entreprise est fortement corrompue et qu'il faut attendre la fin de la guerre avant de donner son argent pour ça. Bah, c'est exactement ce que je dis, hein, Mustanike. Hein. Attendre la fin de la guerre dans tous les cas. Et je pense pas que les gens auront à donner l'argent. Il faut que ce soit les grosses entreprises de l'aviation qui le fassent. Je pense que c'est ça qu'il faudrait. Mais après, c'est mon avis, ça ne regarde que moi, c'est que mon opinion. Mais Dmitro Antonov a totalement raison. Alors des fois, il dit des choses un peu pas ouf, mais c'est normal. Il a ses opinions, il est remonté aussi, il y a l'émotion aussi. Enfin, faut se mettre à sa place. Le gars est pilote de cet avion. Enfin, était un des pilotes de cet avion. Donc, il y a forcément un aspect émotionnel. Enfin, vous l'avez vu quand on était devant. Enfin, je vous remets le passage, mais quand il arrive pile devant l'avion. Ну что, привет, самолет. Это пиздец. Это ужас. Voilà quoi. Je pense que ça parle de lui-même. Je pense qu'on va pas. J'exagérerai pas en disant que forcément ça fait un mois qu'il est sous l'émotion et que forcément autant il peut dire des choses très vraies, autant il peut dire des choses sous l'émotion qui c'est normal, c'est humain quoi. C'est humain. Donc du coup Dmitro Antonov, oui c'est une très bonne source, mais c'est pas une source définitive. Il faut toujours croiser les sources et faire attention entre les faits et l'opinion. Dmitro Antonov, quand il dit des faits, là-dessus on peut lui faire confiance. Quand il est dans l'opinion, il faut faire un petit peu plus attention. Niveau volume de transport, un Beluga XL, il en est où? Il en est très très loin. Très 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 loin. Très 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 loin. C'est pas la même catégorie, c'est absolument pas la même catégorie. Attaquons la partie vidéo en elle-même de l'Antonov 225 que j'ai faite il y a une semaine maintenant. Alors d'abord, je voulais vraiment vous remercier parce que je m'attendais pas à un succès comme ça.
Je l'ai pas fait dans le but de faire des vues, contrairement à ce que pas mal de gens m'ont reproché. Forcément, je parle d'actualité, donc les gens sont un peu étonnés d'abord, et ensuite me disent que je fais ça pour les vues ou l'argent. C'était plus une réaction en émotion, sauf que j'aime pas faire des vidéos à chaud, j'aime pas du tout faire des vidéos à chaud, et du coup je préférais faire une vidéo travaillée, même si c'était encore un peu à chaud. Mais on avait assez d'informations sur l'Antonov 225 pour savoir qu'il était claqué. Bon, dit comme ça a l'air un peu violent, mais voilà, c'est le cas. On avait assez d'informations pour savoir que voilà, c'était la fin de sa carrière en tant qu'Antonov 225. Mlia pré-guerre, on va dire. Donc, moi, à partir de là, quand quelque chose se termine, je m'autorise à faire une vidéo dessus. Moi, c'est comme ça que je fonctionne sur YouTube. C'est-à-dire que si, par exemple, imaginons, on a Hubble, imaginons, qui se termine dans une semaine. Et ben, dans une semaine, je pourrais faire un documentaire sur Hubble. Parce que je fais des choses sur l'histoire passée. Je fais pas des choses sur l'histoire future ou en cours. Et c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo sur le James Webb Space Telescope, parce que il commence sa carrière, et que si je fais encore du YouTube quand il arrêtera sa carrière, là je ferai une vidéo sur le James Webb. Parce qu'une vidéo, tu peux pas la modifier. C'est pas comme un article de blog ou quelque chose comme ça. Tu peux pas la modifier. Donc une fois que tu as fait la vidéo, si le truc évolue derrière, continue à faire des trucs, ta vidéo elle est obsolète. Là ma vidéo déjà sur le 225 elle est en partie obsolète. Donc du coup c'est quelque chose que j'aime pas faire, et je préfère faire quelque chose sur l'histoire, sur quelque chose de passé, afin de pouvoir vraiment mettre un point final à la fin de la vidéo et que l'histoire ne continue pas derrière. Voilà. Pour l'Antonov 225 c'était un peu particulier, c'était une vidéo plus parce que j'avais besoin de m'exprimer comme ça. Moi, je suis quelqu'un qui, personnellement, dans la vie privée, est pas très expressif. Comment dire ? Disons que ma façon de m'exprimer passe beaucoup par la vidéo et le montage, en fait. Parce que c'est ma manière de m'exprimer. D'autres vont être meilleurs pour exprimer leurs émotions avec de l'écrit. D'autres, ce sera plus en direct, en physique. Voilà. Moi c'est en vidéo. Moi c'est en vidéo, en faisant des vidéos. C'est comme ça que je m'exprime. Et même avec sur un point de vue vie privée personnelle, j'arrive pas à m'exprimer autrement que par ça. Et évidemment c'est handicapant dans la vie de tous les jours. Je pense que vous pouvez vous en rendre compte. Du coup, moi, quand j'ai vu ce qui s'est passé avec l'Antonov 225, évidemment, moi, ma seule possibilité de m'exprimer là-dessus mais aussi d'extérioriser et de vider un peu mon sac, parce qu'on a besoin de vider son sac, c'était de faire une vidéo, parce que c'est ma façon de vider mon sac, et c'est ma façon de m'exprimer, et c'est comme ça. Enfin, c'est peut-être psychologie, il y a peut-être un problème psychologique derrière, j'ai peut-être un problème psychologique derrière qui fait que je peux pas m'exprimer autrement, ou voilà, mais la vidéo c'est le meilleur moyen pour moi de transmettre des émotions sur quelque chose. Sinon j'y arrive très peu, en fait, très peu. Donc voilà, c'est un moyen de communication comme un autre. Bref, c'est pour ça que je voulais faire ma vidéo sur l'Antonov 225, et c'est pas pour l'argent ou pour les vues, absolument pas. Je pense que vous auriez remarqué au sujet de mes vidéos et au titre de mes vidéos que vu que je fais pas de putaclic, que je parle pas d'histoires très connues, que je parle pas de gens connus, quasiment pas d'ailleurs, et que je fais des vidéos très longues avec assez peu de pubs, je pense que vous aurez remarqué que je fais pas la chasse aux vues, la chasse aux abonnés, la chasse à l'argent, hein. Et d'ailleurs ça se voit, parce que niveau argent on n'est pas ouf, hein. Je vais vous le dire tout de suite, on n'est vraiment pas ouf en ce moment sur Stardust depuis le début de la crise du Covid, mais là particulièrement depuis 6 mois c'est très compliqué. Du coup voilà. Mais ça change pas, en fait. Ça ne va pas changer la ligne éditoriale de la chaîne, ça va pas changer les sujets dont je parle sur la chaîne. C'est au contraire, c'est pas quelque chose qui me motive à faire de l'actualité, à faire du putaclic, à faire du... Pour le moment ça va. Je suis pas dans la nécessité absolue, urgente, de faire des choses qui vont rapporter de l'argent, etc.
Tout ça pour dire que l'Antonov 225, je n'ai pas fait cette vidéo pour l'argent, pour les abonnés, pour les vues ou quoi que ce soit. Je l'ai fait avant tout pour moi. Et toutes les vidéos que je fais sur Stardust, je ne les fais pas pour vous, je les fais pour moi avant tout. Pas parce que j'aime bien les regarder, parce que je ne les regarde pas en général, mais parce que j'ai besoin de les faire pour m'exprimer, en fait. Voilà, c'est tout. C'est aussi con que ça. Combien de temps pour faire le docu de A à Z? Alors, j'ai commencé à écrire le docu alors que j'avais pas les sources. J'ai commencé à faire un plan rapide du documentaire où, grosso modo, je faisais la ligne de ce que j'allais produire, de comment j'allais le produire, de la chronologie que j'allais choisir, parce que on peut parler d'un sujet de plein de façons et partir d'un point de départ particulier. Moi, comme point de départ, j'ai vraiment voulu partir de l'entre-deux-guerres. De l'entre-deux-guerres, parce que c'est de là que venaient un peu les cargos. Et j'ai voulu parler aussi des cargos américains, des cargos allemands, qui ont vraiment été des pionniers aussi dans le domaine, des premiers cargos soviétiques, etc., pour faire un peu évoluer en faisant un espèce de parallèle avec Antonov. Donc du coup, j'ai pu commencer à parler du Maxime Gorky, j'ai pu commencer à parler du ME-323, me semble-t-il. J'ai pu commencer à parler un peu de tous ces avions, du H-4 Hercule, parce que justement, j'avais pas encore la source sur l'Antonov 225, donc j'ai pu commencer à écrire pour ça. Donc ça m'a pris, je dirais, en cumulé une bonne journée ou deux. Ensuite, au bout d'une semaine et demie, j'ai reçu donc le bouquin source. Et là, ça a été la merde. Hein. Ça a été complètement la merde, le bouquin source, parce que habituellement, moi, je m'inspire de sources qui sont des e-books. Ce qui est très pratique, parce que sur un écran, j'ai un e-book en PDF ou en Kindle ou en peu importe quoi. Je peux faire une recherche de mots-clés dedans pour aller chercher l'information que je veux. Là où dans un bouquin de 300 pages qui plus est, et puis écrit de façon non chronologique qui plus est, ben là, tu es obligé de mettre 1, puis 2, puis 3 marque-pages à plusieurs endroits du bouquin parce qu'il fait constamment des allers-retours dans son récit et que toi, tu essayes de trouver des informations qui sont en fait liées à un truc qui s'est passé 20 pages avant. Et voilà, bon, bref, je vous passe les détails, mais ça a été une méga tannée. Voilà. Mais c'est normal, ça fait partie du boulot. L'écriture, la recherche documentaire, ça fait partie du boulot. Donc là aussi, ça m'a pris pas mal de temps. Et le montage, étonnamment, j'en ai chié un peu, mais pas tant que ça. Ça allait en vrai. C'est un temps de montage habituel. Ça m'a pris 2 ou 3 jours à peu près pour monter cet épisode. Mais un montage difficile, puisque en fait, les images... Il y a beaucoup de vidéos en fait dans les images que j'ai utilisées. C'est beaucoup des vidéos, très peu de photos. Mais ces vidéos sont disséminées un peu de partout. On les trouve un peu à gauche, à droite. Et en fait, j'ai dû télécharger un truc comme, je sais pas, facile. Je pense facile. Je dois avoir facile 50 gigas de vidéos sur tout avion confondu, hein, pas que le 225, que j'ai utilisé ensuite pour faire la vidéo. Donc Adrien Simonet sur YouTube, je réponds à ta question. Combien de temps pour faire le docu? Ça m'a pris, comme d'habitude, environ à peu près 2 semaines. Mais c'était une tannée, c'était compliqué. Et puis émotionnellement, à la fin, c'était compliqué. Mais j'étais content parce que j'avais vidé mon sac. Encore une fois, c'est ma façon de faire. J'avais vidé mon sac et je me sentais beaucoup mieux, en fait. D'avoir fait cette vidéo, je me sentais beaucoup mieux. Voilà. Bonne soirée à vous, malgré les circonstances, évidemment. Et puis, tout ça sortira... regardez le replay. En tout cas, si vous n'êtes pas arrivé au début, regardez le replay. Salut!